Bienvenue à cette nouvelle émission de la Capsule Divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est passée, mais on va quand même parler d'amour et de célibataire. Exactement, ça a été un peu l'inspiration parce que, bon, sur les réseaux sociaux, à la télévision, on voyait beaucoup de choses en référence à l'amour. Faut pas oublier aussi le célibat parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes célibataires. Donc, ça va toucher un petit peu les deux sujets aujourd'hui. D'ailleurs, on va commencer avec ça, la Saint-Valentin. Il y a une origine à ça, assez particulière d'ailleurs. Oui, particulière, là, ça m'a fait un peu sourire. C'est que, bon, ça vient d'un martyr du 3e siècle. Ça, c'est pas le bout de rôle, là. Donc, il y a eu un martyr et lui mariait les couples en cachette. Là, je me suis demandé pourquoi il est marié en cachette. C'est que l'empereur interdisait, ou en tout cas dissuadait les gens de se marier parce qu'il considérait qu'un homme marié n'était pas un bon soldat. Ça, c'est le bout qui m'a fait rire. Pourquoi? Parce que, bon, quelqu'un de marié est attaché, il va s'ennuyer. Donc, il va être moins performant sur le champ de bataille. Ça, évidemment, c'est ce que l'empereur pensait. Et aussi, les célibataires étaient plus faciles à recruter. Parce que si t'as pas d'attache, ils pouvaient les envoyer en mission, je sais pas où, pendant longtemps. Donc, ça m'a fait sourire parce que c'est quelque chose que, honnêtement, j'avais jamais entendu. Là. Je savais qu'il y avait une histoire d'un saint martyr, tout ça, mais alors voilà d'où ça vient. Donc, Saint-Valentin serait notre fameux martyr. Oui, exactement, là, qui avait le courage de marier quand même les gens en cachette dans le dos de l'empereur. Ah, c'est quelque chose d'être obligé de se cacher pour Oui, faire ça. oui, c'est un bout de l'histoire là, que j'ignorais. On parle de célibataires entre autres. On va y aller un peu avec des statistiques au Québec. Là, le pourcentage de gens qui ne vivent pas en couple. Oui, ben je me demandais, puis c'est environ 44% de célibataires au Québec. C'est plus que je pensais, parce que peut-être aussi que quand on est célibataire, on a l'impression que tout le monde est en couple autour de soi. Là, c'est un biais, là. Donc, mais 44%, là, c'est pratiquement la moitié des gens. Et fait intéressant, au Québec, par rapport au Canada, c'est l'endroit où il y a le plus d'unions libres. C'est-à-dire, au lieu d'être mariés, les gens sont ce qu'on dit être à côté. Et dans le langage courant, là. Donc, des unions libres, des gens qui sont ensemble mais qui sentent pas le besoin de se marier. Et le Québec a le record au Canada avec 50%. Et je me suis demandé pourquoi. Ça viendrait de la Révolution tranquille, à un moment donné que la religion prenait beaucoup de place, puis après ça, au contraire, les gens voulaient que la religion prenne moins de place. Donc, puisque le mariage n'était plus, entre guillemets, obligatoire, que c'était pas mal vu de ne pas être marié. Donc, au Québec, culturellement, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas, mais qui vivent ensemble. Donc, l'union libre ici, j'imagine que ça exclut les mariages au palais de justice ou civil. Oui, c'est Existe. ça, les mariages civils. Donc, ça aussi, bon, ça a pris en popularité pour les mêmes raisons que la religion a peut-être moins d'importance dans notre société que si on compare dans les années 50-60, par exemple. Il y a des avantages à être célibataire. Oui, c'est bon de le souligner. En fait, les deux être en couple a des avantages évidents aussi, évidemment. Donc, évidemment, la liberté, l'autonomie, le temps. Évidemment, on a tout notre temps pour soi. On peut écouter des séries jusqu'à je sais pas quelle heure la nuit, ça dérange personne. Jusqu'à 6 heures le matin et se réveiller à 3 heures de l'après-midi. C'est ça. Puis, quoique, il y a aussi des couples où les gens sont très à l'aise de « OK, si tu veux lire jusqu'à 3 heures, il y a ça aussi. » Réseau social riche, c'est que lorsqu'on est célibataire, on a tendance à compenser en ayant peut-être plus d'amis, peut-être en voyant plus sa famille. C'est dans ce sens-là. Après ça, bon, ben, il n'y a pas de conflit. Plus d'exercice. Ça m'a surpris parce que en étant célibataire, on a plus de temps libre. Puis évidemment, si on a une famille, des enfants, bon, on n'a pas toujours l'énergie non plus. Meilleur sommeil. Ça m'a surpris aussi. L'argent, bon, ben ça dépend comment on voit ça parce que d'un autre côté, payer un appartement tout seul versus à deux, ça dépend de l'angle. Charge mentale réduite.
Ben évidemment, pour les conflits, ben d'un autre côté, en couple, on peut se partager les tâches ménagères, donc ça dépend. Et croissance personnelle. Bon, évidemment, on peut être en couple et travailler sur soi, mais quand on est seul, on a pas mal plus de temps libre ou qu'on peut se... Souvent, quand on est seul, en fait, on finit par se demander pourquoi je suis seul, si on désire rencontrer quelqu'un. Puis ça amène à se questionner, à peut-être lire sur la croissance personnelle. Donc, c'est peut-être dans ce côté-là. Là. Donc, il peut y avoir ce côté positif-là. Ben justement, si on veut rencontrer des gens, parce qu'on finalement, on trouve que ça me prendrait bien quelqu'un dans ma vie, ben t'as sorti des endroits où est-ce que c'est pour les meilleurs endroits pour faire des rencontres? Ça a évolué, hein, parce que il y a plus longtemps, c'était peut-être plus par le biais d'amis, de collègues, etc. Aujourd'hui, les applications de rencontres. Tinder, entre autres, parce que je connais le nom. Oui, et ben Tinder, ceux qui connaissent pas, c'est moi j'appelle ça un catalogue parce que c'est carrément ça, c'est des photos et on défile et j'ai un petit peu de misère avec le concept parce que je trouve que c'est carrément juste l'apparence. Donc, oui, surtout que tu peux mettre la photo de n'importe qui pour te rehausser, puis t'arrives pour rencontrer la personne, puis tu la cherches parce que ça correspond pas à la photo que tu as vue sur Tinder. Ben oui, puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens modifient leurs photos. Des fois, c'est au point que j'ai du mal à reconnaître la personne que je connais pourtant parce que, tu sais, l'intelligence artificielle, elle peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc, évidemment, les applications comme Tinder, moi, ça marche, ça dépend de ce qu'on cherche, mais je trouve que c'est un peu tout limité à l'apparence. C'est vraiment défilé comme un catalogue rapide, c'est intense. Là. C'est un peu de misère avec le principe, là, mais... Puis il faut quand même que la personne qui s'inscrit là-dessus dise au moins la vérité. Si tu cherches du monde, puis tu vois la description, c'est quelqu'un qui m'intéresserait. Finalement, c'est très loin, ça correspond pas pantoute à ce que la personne disait d'elle. C'est le défi des sites de rencontres. Moi, avant, je suis moins familière avec Tinder, mais autrefois, par contre, j'ai utilisé, ils appelaient ça réseau contact. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait beaucoup l'accent sur la description. Mais comme tu dis, des fois, les gens, c'est pas nécessairement de la malhonnêteté, c'est que des fois, les gens ne se voient pas comme ils sont. Par exemple, une personne qui aime pas faire des activités peut quand même écrire, elle est convaincue parce qu'elle a fait, je sais pas moi, 2 fois du jogging dans son année. Elle va dire qu'elle est active, etc. Tu sais, les gens n'ont peut-être pas la perception la plus réaliste. Alors, ça peut amener des déceptions, d'où l'importance d'écrire longtemps à la personne ou lui téléphoner ou peu importe. Mais quand même, c'est pas mauvais les sites de rencontres parce que pour les gens, par exemple, timides, les gens introvertis, c'est difficile de rencontrer. Tu sais, par exemple, moi, je vais pas dans les bars, tout ça, j'ai de la misère des fois à socialiser. Si je me décide à rencontrer quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'options. Donc, ça peut être intéressant, les sites de rencontres, mais peut-être moins axés sur juste la photo. Évidemment, ça dépend de ce qu'on cherche, parce qu'il y a aussi des gens qui recherchent rien de sérieux. Donc, la photo, ça fait bien leur affaire. Donc, ça serait la méthode la plus populaire de nos jours. Ensuite, il y aurait les amis mutuels. Quelqu'un nous présente quelqu'un. Les loisirs communs. Si on fait partie, je sais pas moi, d'une équipe de badminton, un club de lecture, c'est sûr que ça peut amener des rencontres. Le travail, évidemment. Ou les bars. Les bars restent toujours là. Mais aussi, par rapport, pour revenir au site de rencontre, il y a des gens malhonnêtes. Tu sais, t'as des gens mariés qui disent qu'ils sont célibataires, etc. Mais j'oserais dire que dans les bars aussi, c'est la société. La société comme ça, hein, on peut rencontrer... Pas juste dans les bars. D'après moi, là, tu parles du travail, des loisirs, là, c'est pas mal partout. Hein. Ben oui, puis c'est là l'importance, comme je disais, de prendre son temps. À un moment donné, la personne qui ment finit par faire une erreur. Ça n'a pas le choix. Comme ils disent, personne n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Donc, évidemment, à un moment donné... mais c'est quand même triste qu'on en est là à jouer au détective, des fois, parce que c'est dur de faire confiance aux gens. Donc, c'est les façons de rencontrer, il y en a d'autres, là, mais les plus populaires. Puis,
qu'est-ce qui attire justement les gens vers l'autre? Moi, je m'attendais de voir une différence entre les hommes et les femmes, parce que c'est ce qu'on entend dans la société. Mais c'était les mêmes, c'est un sondage qui a été fait, c'était les mêmes critères. Le premier, la gentillesse. Le deuxième, le fait d'offrir du support, d'être une personne soutenante. Et finalement, après, l'intelligence. Puis, il y avait d'autres critères, l'apparence, Sens de l'humour, j'imagine. le sens de l'humour, la confiance en soi. Il y avait même la grandeur. Il y a des gens pour qui c'est important que la personne soit grande, que la personne soit de petite taille. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mais moi, je m'attendais à voir l'apparence en premier. Parce que quand on entend les gens parler, si quelqu'un t'apprend qu'il a une blonde, un chum, l'entourage, premier réflexe, es-tu cute? Es-tu beau? C'est souvent ce qui vient avant même de demander avez-vous des points communs? C'est-tu une bonne personne? La société est ancrée sur l'apparence, mais semble-t-il que quand vient le temps de choisir vraiment une personne, c'est les qualités qui arrivent en premier. Est-ce que l'apparence était loin dans le sondage? Ben, il y a aussi le fait que quand on fait un sondage comme ça, des fois, les gens sont mal à l'aise ils veulent pas avoir l'air superficiel. Donc, c'est sûr que l'apparence joue un rôle, mais peut-être pas, on va faire un parallèle avec notre capsule sur la beauté, peut-être pas dans le sens qu'il faut une personne belle, mais il faut une personne qui nous attire d'une certaine manière. Puis l'attirance, c'est pas lié à la beauté. On est attiré par quelqu'un, on sait pas trop pourquoi. Mais c'est vraiment les qualités qui ressortaient en premier, surtout plus les gens vieillissent. Plus ils ont une expérience de vie, plus ils vont focusser sur le fait d'avoir des valeurs communes, d'avoir une personne qui la soutient. On vient de parler, ce qui attire les gens vers l'autre. Dans les relations, il y a une passion amoureuse qui s'installe. De ce que tu as sorti, ça dure quand même pas longtemps. En fait, honnêtement, je pensais que ça durait encore moins longtemps parce qu'on entend souvent « Ah, la passion, de toute façon, ça dure 6 mois ». Mais c'est un petit peu plus longtemps que je pensais. Ça serait entre 18 mois et 3 ans. Ça dépend des personnes, puis ça dépend aussi si les gens l'alimentent. Pourquoi? C'est vraiment biologique, là. Pourquoi c'est fait comme ça? En fait, il y a une baisse de l'hormone du plaisir qu'on appelle la dopamine. Par contre, c'est vraiment important de le dire, il y a une autre hormone, l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui, elle, prend place. C'est pour ça que souvent les gens disent, oui, la passion du début, ça dure pas toute la vie, mais par contre, il y a l'amour qui se construit, il y a l'attachement, puis donc biologiquement, ça se vérifie. Il y a vraiment l'attachement là, qui se fait peu à peu. Donc, un est remplacé par un autre, mais en fait, on peut pas dire que la passion s'en va. C'est juste, c'est moins présent. Ça se ravive, mais c'est ça. Il y a vraiment... c'est intéressant de voir qu'on peut étudier au niveau scientifique, biologique, les hormones de l'amour, entre guillemets, là. Dans le fond, on vient dire que la relation, elle évolue carrément. Exactement. Ça part d'une certaine façon, puis justement, comme tu as dit, ça se construit, puis ça évolue vers une autre forme de relation. Si vous parlez à un couple qui est ensemble depuis longtemps, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ça a fait de la place à quelque chose d'encore plus beau, quelque chose d'encore plus solide, quelque chose d'encore plus fort. C'est différent, mais c'est intéressant. Là. Surtout si on va poser la question à nos grands-parents, mettons. Oui. Ben moi, mes parents sont ensemble depuis, mon Dieu, plus de 50 ans. Puis c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. La relation évolue, mais pour le mieux. Donc, ça dépend aussi des attentes qu'on a, parce que si on espère qu'une relation, c'est comme les séries sur Netflix, pendant toute notre vie, c'est des hauts et des bas. C'est sûr, c'est pas toujours... c'est pas parfait, là. Il y a des conflits, puis... mais quand on est plus réaliste, je veux dire, c'est ça. La relation se transforme en quelque chose de mieux. Tout à l'heure, on parlait, là, tu sais, que peu importe où est-ce qu'on rencontre quelqu'un, il va toujours des gens malhonnêtes, là. Justement, les gens malhonnêtes, c'est les infidèles. On a le pourcentage de personnes infidèles ici. C'est difficile avec les pourcentages parce que beaucoup de gens, même dans les sondages anonymes, n'oseront pas le dire. Donc, les sondages, souvent, c'est pour les hommes 50% et pour les femmes 35%.
Mais on dit qu'en réalité, c'est plus que ça et les femmes se rapprochent quand même plus des hommes. Les causes, parce qu'évidemment, j'écoutais à un moment donné une émission qui expliquait qu'il y a plusieurs types d'infidélité. Tu as des gens infidèles de nature. Ils sont incapables d'être satisfaits d'une personne. Bon, t'as ce type de personnes-là. Mais tu as aussi des gens, c'est comme on dit circonstanciel, c'est que mauvaise passe dans la vie, se sentent totalement délaissés par leur conjoint, ont aucun support de la conjointe et ça donne qu'une amie les supporte. Tu sais, ça peut être des situations qui mènent vers... Donc, comme on disait dans l'émission, on a tendance à juger l'infidélité. Puis c'est normal, hein, c'est quelque chose dans la société qu'on apprend ça nous choque. Mais en même temps, comme il disait, il y a personne à l'abri. Même la personne avec les valeurs les plus solides, la personne la plus honnête du monde, peut, à un certain moment de vulnérabilité, tomber dans l'infidélité. Puis on donnait en exemple aussi qu'il n'y a pas seulement l'infidélité physique, il y a l'infidélité en pensée. Quelqu'un qui est totalement amoureux d'un autre, qui pense jour et nuit, et ça dépend. Il y a des gens qui considèrent ça infidèle, d'autres non. Donc, c'est vaste comme sujet. Aussi, les gens, avec Internet, des conversations olé avec d'autres personnes, pour des gens, c'est rien. Pour d'autres personnes, c'est de l'infidélité. C'est pour ça que les couples doivent définir leurs limites, tout ça. Surtout, en plus, tu parles de conversations sur Internet, on le voit beaucoup, là, il y en a qui ont des conversations de ce genre-là avec l'intelligence artificielle. Oui. Puis qui sont en couple en plus, donc... C'est bon de l'amener parce que est-ce qu'on considère ça une infidélité? C'est un ordinateur de l'autre côté. Donc, chaque couple, chaque personne a sa vision des choses. Puis donc, en gros, l'émission, ce qu'elle disait, c'est que faut résister à la tendance de juger les gens infidèles parce qu'on n'est pas dans leurs souliers. Et comme je disais, que personne n'est à l'abri. Ceci dit, il y a quand même généralement, il y a une cause. Ça arrive pas de même, là, sauf, comme je disais, il y a des gens, c'est dans leur nature là, d'être insatisfaits. On donnait comme cause, l'insatisfaction sexuelle, l'insatisfaction affective. Ça, comme par exemple, quelqu'un qui se sent pas aimé, par exemple. La solitude, quelqu'un qui se sent comme un meuble dans un couple, qui a jamais de compliments, de gestes d'attention. L'invisibilité, c'est un peu la même chose, c'est le fait de sentir qu'on compte pas dans le couple. On se sent extrêmement seul. Il y a aussi le kick de la nouveauté. Il y a des gens qui veulent toujours retrouver la passion du début. Ils peuvent pas vivre sans. Donc, à chaque 6 mois, ils changent de partenaire ou trompent leur partenaire. Et il y a la vengeance. Donc, il y a des gens qui trompent pour... ça me fait rire, mais pour égaliser les choses. Ils ont été trompés, donc ils font la même chose. Il y a le sabotage. Il y a des gens qui sont incapables de dire à l'autre « Je suis plus bien avec toi ». Donc, ils s'arrangent pour se faire quitter en faisant toutes sortes d'affaires, en étant infidèles ou en ayant des comportements toxiques. Donc, c'est les raisons d'infidélité. Et il y a certaines études qui disent que ça peut aller jusqu'à 75% des gens qui ont déjà eu pour différentes raisons. Donc, c'est intéressant de voir les causes parce que ça peut aider justement à se prémunir, par exemple, après une chicane de couple, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'aller prendre un café avec un ami d'enfance pour qui on a toujours eu un faible. C'est peut-être d'éviter des espèces de pièges comme ça. Donc, c'est intéressant. Et comme je disais, il faut pas se fier aux chiffres parce que ça serait vraiment plus élevé que ça. On va passer à une autre partie. Pour ce qui est de l'amour à distance, est-ce que c'est supposé être quelque chose qui est possible? C'est souvent, moi je l'ai vécu l'amour à distance, puis c'est un défi. Est-ce que ça réussit plus ou moins? Ça a l'air que c'est pas mal similaire. On parle de 50 à 60% de réussite. Tu sais, quand on dit un couple sur 2 marche, c'est pas mal ça. Et pourquoi ça marche pas? Manque de présence, hein, c'est évident. Et l'insécurité. Il faut avoir vraiment une grande confiance en l'autre et
une bonne estime de soi pour être dans une relation à distance parce que tu sais pas ce que l'autre fait. Puis c'est tentant de se dire, ah ben là, à un moment donné, il va se tanner, elle va se tanner, puis elle va trouver quelqu'un à proximité. Il y a les malentendus. Hein? Dieu sait, avec les réseaux sociaux, se battre, entre guillemets, par texto sur Messenger, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que tu peux écrire quelque chose qui peut être interprété de 10 façons différentes. Puis là, le conflit. Oui, parce que tu vois pas les expressions faciales de la personne avec qui tu parles, tu l'entends pas. Fait que, un simple texte, puis t'es bien bête avec moi, ou bien, tu sais... C'est ça, c'est pas ça que je voulais dire. Combien il y en a des conflits qui naissent juste de, à un moment donné, tu dis à la personne, garde, on va prendre le téléphone, on va se voir, parce que là... Puis aussi, bon, pourquoi des fois c'est difficile les amours à distance, c'est parce qu'il y a une absence de projet commun. Alors, si quelqu'un veut que ça marche, entre autres choses, c'est de se mettre une limite claire. OK, dans 2 ans, on déménage un proche de l'autre. Faut qu'il y ait comme un but, un objectif clair. Si c'est sur l'air du temps, on va prendre ça un jour le jour, il y a beaucoup plus de chances que ça marche pas. Mais il y a des relations qui durent là, à distance, là, ça existe, là, j'en connais. Là. Alors, c'est pas une fatalité, c'est juste qu'il faut vraiment... je dirais que le plus gros point, il faut vraiment faire confiance. Il faut vraiment... puis beaucoup communiquer. Ouais, ben, faire confiance, ça va justement nous amener vers la fin là, à un modèle de couple. Là. On va voir ça. On parle de l'amour à distance. Tu nous parles aussi de l'amour interculturel. Exactement. Ça amène ses défis. Les taux de séparation, c'est 10% plus élevé. Moi, j'étais en couple avec une femme d'Amérique du Sud. J'étais en couple aussi avec un homme de Belgique. Et au niveau de la Belgique, je voyais pas d'énormes différences avec l'Europe, avec ici culturellement, je veux dire. Puis, mais au niveau de l'Amérique du Sud, oui, il y avait une différence culturelle et qui créait certains conflits parce que les valeurs étaient un peu différentes, mais aussi l'humour était différent. Donc, quelque chose qui était dit par humour, des fois, l'autre le prenait pas pantoute par humour. C'est un défi. C'est pas impossible. Donc, comme je disais, il peut y avoir des malentendus. Des fois, c'est pas la même langue. Communication plus difficile. Les valeurs, ça peut être différent d'une culture à l'autre. Et la pression sociale. Des fois, c'est pas accepté par la société. Ça met une pression de plus, là. Il y a aussi l'écart d'âge aussi qui peut jouer là-dedans. Oui, ben on le dit, hein, l'amour n'a pas d'âge, mais est-ce que c'est vrai? En fait, il y a un taux de séparation plus élevé, plus l'écart est grand. Donc, s'il y a 5 ans d'écart, c'est 18% plus de risque. Donc, quand même, pas tellement plus. À partir de 10 ans, 39% plus de risque. Et 20 ans d'écart, 95% plus de risque. Et évidemment, c'est pas impossible. Moi, je connais un couple qui a 17 ans de différence, qui a été extrêmement heureux. Donc, tu sais, il y a toujours chaque cas est différent. Pourquoi c'est plus difficile? Ben, des générations différentes. On le voit, on parle avec des générations différentes de la nôtre. Puis on voit, OK, c'est pas la même affaire. C'est pas les mêmes valeurs. C'est pas la même manière de penser nécessairement. Pas dans le sens que c'est négatif, mais c'est pas pareil. La maturité. Mais ça, t'as pas besoin d'un écart d'âge, là. Des fois, c'est le même âge les deux, puis il y en a un plus mature que l'autre. Les intérêts, le niveau d'énergie. S'il y en a un qui a l'énergie de voyager, d'aller danser tous les fins de semaine, puis l'autre, il est ailleurs, là. Au niveau de la sexualité aussi, qui peut être différente, évidemment, si on a 20 ans d'écart, il peut y avoir une personne pour qui ça présente moins, qui a moins d'intérêt. Puis l'autre personne pour qui c'est plus important, ben ça peut amener aussi... mais comme je disais, c'est pas impossible. Je connais des couples avec grande différence. Puis il faut le dire, hein, il y a des couples avec le même âge, ça marche pas plus, là. Je veux dire, c'est pas un critère nécessairement, mais faut peut-être faire plus d'efforts pour que ça marche. On vient de voir des raisons pourquoi que les couples marchent pas, des différences culturelles, d'âge, tout ça. Maintenant, pour les couples plus, bon, je ne vais pas dire normal, là, mais en tout cas,
Pour les couples réguliers, on pourrait dire, Ben là, oui. les raisons de rupture. Ben, 60% du temps, c'est des problèmes de communication. C'est pas surprenant, c'est pas facile de communiquer. Les infidélités, les incompatibilités, que ce soit le caractère, que ce soit les valeurs ou les objectifs, les rêves. D'où l'importance d'apprendre à connaître la personne beaucoup avant. C'est pas toujours évident parce que si surtout on a un coup de foudre, si on est totalement en amour, ben on verra pas qu'on n'est pas compatible, on verra pas les lumières rouges entre guillemets. Et pour faire un pont avec notre autre émission, si on est en couple avec une personne très belle, on va encore moins voir les incompatibilités, en tout cas pour les premiers temps. Et si on est avec une personne aussi d'une autre culture, on va moins voir aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté exotique, excitant, qui fait que on voit plus clair, entre guillemets. Même principe qu'avec une personne très, très belle. Comme si, dans le fond, on pourrait se dire que on veut explorer la culture de l'autre, on veut, tu sais, cette culture-là m'intéresse ça, mais tu fais juste te concentrer là-dessus. Oui, on est comme un peu sur notre petit nuage, puis on est aveuglé. Ou même chose si on est totalement en amour. Mais tu sais, un coup de foudre, là, c'est danger. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais il va falloir travailler fort pour voir les lumières rouges parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit où entre guillemets, on réfléchit plus comme on devrait. Puis il y a d'autres causes aussi, bon, la vie intime, la solitude, comme on disait tantôt, se sentir comme un meuble dans un couple, se sentir... la toxicité, évidemment, il y a des couples où il y en a un qui abuse de l'autre, verbalement, physiquement, sexuellement. Il y a l'affranchissement, parce que à l'époque de nos parents et grands-parents, j'irais pas ce qu'à dire, c'était pas des couples arrangés, mais si t'étais pas heureux, c'est ça qui est ça. Tu restes ensemble parce que c'est ça qui est ça. Parce que la religion était très, très, très présente, ça se faisait pas. Ce qui fait que quand, avec le temps qui passe, c'est devenu banal de se séparer, tu as vu des gens se séparer de 70 ans, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi se séparer rendu à 70 ans? » Ben, entre autres, il y a des gens ça fait longtemps qu'ils voulaient le faire, mais se le permettaient pas. Il y a la charge mentale, mauvaise répartition des tâches. Mais évidemment, si on compare l'époque des parents, grands-parents avec aujourd'hui, les couples, c'est plus séparé, les tâches. Moi, j'ai un cousin qui est resté à la maison pour élever les enfants parce que sa conjointe, ben, elle avait un bon travail. Autrefois, on voyait beaucoup moins ça. Et c'est très bien que la personne qui a envie de rester à la maison, si elle a envie, reste. L'argent, qui est un sujet de discussion dans les couples. Et de séparation. Et de séparation. Il y a beaucoup de conflits qui viennent Ils disent souvent qu'un couple, les conflits, sexe et argent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits liés à ça. Les belles familles, parce que il y a des gens qui ne sont pas acceptés, puis la belle famille va les mettre à bout jusqu'à temps qu'ils se séparent. Ça peut être vraiment une raison de séparation. Refus de compromis. Un couple, c'est des compromis. Donc, si quelqu'un en fait pas... un amour éteint, tout simplement. L'amour est disparu. On peut plus le raviver. Et finalement, le manque d'hygiène. Ça peut arriver que dans un couple, l'une des deux personnes n'a pas la même hygiène, là, et ça peut devenir très conflictuel de devoir dire à l'autre, ben là, faudrait que tu vas te laver, tout ça. Donc, c'est une raison de rupture aussi. Évidemment, il y en a d'autres, là, mais c'est pas mal les plus courantes. Là, on fait juste parler de ce qui fait séparer un couple, là, mais on va virer la médaille de l'autre côté. On va parler au moins de ceux qui sont heureux quand même. Oui, on va encourager parce que là, les gens à la maison vont dire, mon Dieu Seigneur, c'est pas encourageant d'être en couple. Donc, mais en fait, quand tu vois toutes les raisons qui font que les couples se séparent, tu peux te dire, à l'inverse, OK, c'est les choses que je dois éviter, c'est les obstacles peut-être, c'est les choses que je dois être attentif. Bien évidemment, chaque couple a ses valeurs différentes. Hein. Donc, le pourcentage de couples heureux. Si on demande aux gens, 80% vont dire qu'ils sont heureux en couple. Mais dans les faits, 20% des couples sont vraiment heureux à long terme. Ça, c'est des études qui ont été faites en psychologie, tout ça. Pourquoi la différence?
Oui, Les puis gens, surtout qu'elle est grande, la différence. on parle d'une grande différence, puis on revient souvent aux biais, les biais cognitifs. On a fait une capsule là-dessus, même plus qu'une, sur le fait que nos pensées sont affectées par plein de choses. Donc, le biais de désirabilité sociale. On veut bien paraître aux yeux des autres. C'est le même principe que moi, j'ai vu des couples, des gens qui m'écrivaient en privé. C'était sur le bord de la séparation, ils n'enduraient plus l'autre, ça marche pas. Puis le même jour, la personne publiait des photos de couple, je t'aime tellement, mon amour, puis tu te dis, OK, c'est ça c'est pas que le couple tout d'un coup va mieux, c'est que publiquement, on veut pas montrer que ça va pas bien. Je veux dire, on a une espèce d'orgueil, là, d'ego, puis on veut être comme tout le monde. Mais en fait, c'est que tout le monde fait la même chose, puis veulent donner cette impression-là. Là. On parle de 80% des gens en couple qui seraient pas à long terme vraiment heureux, épanouis. Là. Ça veut pas dire qu'ils sont malheureux, là. Il y a une marge, là, mais ils sont pas vraiment heureux. C'est quand même grand comme statistique, mais évidemment, on n'a pas tous la même définition du bonheur. Il y a des gens que juste d'être bien, ils ne demandent pas plus. Là. Pas nécessaire pour eux d'être heureux. Eh bien, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait des raisons de rupture, tu avais dit, si on veut rester en couple, il faut changer telle chose. Ben justement, il y a tu nous as sorti des trucs là, pour être heureux en couple. Effectivement, donc on va essayer de terminer les derniers sujets sur du positif. Donc, des trucs que j'ai été voir, les trucs des couples heureux. Pourquoi ils restent ensemble? Premier, la communication. Ils arrivent à résoudre les conflits à mesure. Le respect, évidemment. Là. L'admiration réciproque. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours dit. Il faut admirer l'autre. Il faut avoir toujours cette espèce dans ce qu'il fait. Pas besoin qu'il fasse des choses extraordinaires, d'avoir une certaine admiration de l'autre. Des valeurs communes, évidemment, ça aide. Le positivisme. On dit que les couples heureux, quand il y a un problème, ils vont focusser sur la solution ou ce qui va bien. L'amitié. Il faut qu'à la base, il y ait quand même une profonde amitié. Passer des moments de qualité. Le support, c'est revenu tantôt aussi. Faire confiance. Parce que si on joue au détective dans le couple puis qu'on check le téléphone de l'autre, ça va devenir infernal. Le pardon. Parce qu'il arrive des erreurs, la flexibilité, les compromis, et puis que chacun garde un peu son indépendance. Il y a des couples qui sont très heureux, des fameux couples fusionnels scotch-tape, là, mais il semble que c'est bien que chacun a quand même un minimum d'indépendance, là, qui garde un peu sa vie, puis ça fait des choses à raconter aussi. Puis, les langages de l'amour, tu nous en as sorti 5 ici. Hein? Oui, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus jeune parce que ça m'a aidé à comprendre certaines relations qui n'ont pas marché. Il y aurait 5 façons de communiquer en amour et si vous et votre conjointe, vous avez pas la même façon de communiquer en amour, ça se peut que ça marche pas, là. Pas nécessairement, mais ça peut être une raison de rupture. Donc, les 5 façons, il y a des gens qui expriment leur amour par les cadeaux. Donc, ça va être des surprises, des cadeaux souvent significatifs faits à la main, personnalisés, ou juste faire le lunch à la personne. Donc, eux, c'est leur façon de dire « je t'aime », c'est comme ça. Il y a les mots. Donc, les gens, ils vont le dire. Ils vont dire les mots « je t'aime ». Ils vont écrire des lettres, des petits courriels, des petits mots. Ils vont dire leurs sentiments. Ils vont complimenter, exprimer leur appréciation de l'autre, l'encourager. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis regarde, on est comme on est. Il faut pas se sentir mal si on n'est pas capable de le faire. C'est juste que si on est avec quelqu'un qui a besoin d'entendre « je t'aime » puis on n'est pas capable de le dire, ça peut amener des défis. Là. Ensuite, on peut exprimer notre amour par les services. Ça, c'est des gens qui vont aider. Ils vont faire des tâches ménagères, ils vont faire des petits gestes au quotidien, ils vont faire les commissions. Puis, c'est pour ça que je disais, j'aurais aimé le savoir avant, parce que c'est pas nécessairement clair que quelqu'un qui fait ta vaisselle, il est en train de te dire « je t'aime ». Mais c'est sa façon à lui ou à elle de le faire.
pour ça que les gens disent, tu me dis jamais je t'aime, tu n'es pas attentionné. Mais sa façon à lui ou à elle, c'est de t'acheter, d'avoir fait ton lunch hier, d'avoir fait ta vaisselle parce que tu étais fatigué. Autre manière de communiquer, le temps de qualité. Donc, ces gens-là expriment leur amour en étant très présents, en faisant des activités, en étant attentionnés, en étant à l'écoute. Puis c'est des gens très présents qui vont avoir un contact visuel, qui vont pas texter sur leur téléphone pendant qu'on leur parle, par exemple. Parce que eux autres, ils expriment leur amour de cette manière-là. Et finalement, le toucher. Tu as des gens qui expriment leur amour en touchant par la sexualité, la chaleur humaine, en écoutant des films collés, en dansant un slow, en se tenant par la main. Eux ont besoin de l'exprimer de cette manière et ils peuvent avoir besoin aussi qu'on leur exprime de cette manière-là. Donc, quand j'ai su, moi, ces principes-là, honnêtement, j'ai revu certaines relations qui n'ont pas marché parce qu'on n'était pas pantoute dans le même langage. On se disait « je t'aime », mais pas de la même manière, puis on voyait pas la manière de l'autre. Fait que je trouvais ça extrêmement intéressant. Ça veut pas dire que si vous n'avez pas le même langage, ça marche pas, mais d'en être conscient. Tu sais, de se dire, ben OK, c'est sa manière de me dire « je t'aime » ou c'est sa manière de s'excuser. Tu sais, des fois, ça peut aider d'être conscient qu'il n'y a pas juste une façon d'exprimer l'amour à l'autre, là. Tout à l'heure, ben, au début, on disait les avantages d'être célibataire, puis un des avantages, c'était l'argent, là. Oui. Ben, pour moi, c'est parce que justement, il n'y a pas à acheter de cadeaux à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est un couple, ça amène Moi, à la Saint-Valentin, ça fait comme 10 ans que je suis célibataire, je m'achète toujours un cadeau. Parce que je me dis, normalement, je mettrais de l'argent pour un cadeau pour l'autre. Ben, je le mets pour moi. Je m'achète toujours une surprise à la Saint-Valentin. C'est ma manière de passer à travers la journée parce que c'est pas facile quand on est célibataire à la Saint-Valentin. Puis, alors oui, effectivement, l'argent, ça entre dans les couples. On parlait tout à l'heure des relations à distance, que j'avais dit que ça nous amènerait à un sujet. C'est notre dernier, là, les célicouples. Ça, je l'avais pas entendu, celle-là, là. Quoique, tu sais, je le constate parce qu'on m'en parle. Mais je savais pas qu'il y avait ce mot-là pour désigner ça, là. Ben oui, ben moi aussi, j'ai appris je connaissais le concept, mais pas le mot. Célicouples, c'est pas un couple qui a un compte CELI à la banque, là. C'est célibataire couple, ou vivant chacun chez soi. C'est une autre façon, c'est de plus en plus populaire. C'est des gens qui décident d'être en couple, mais d'avoir chacun leur but, leur chez soi, et ils se rencontrent à l'occasion. Et c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, je dirais, parce que quand les gens en parlent, des fois, ils se font dire, ben là, ça donne quoi d'être ensemble? Ou ben non, c'est ça, tu te rencontres juste pour coucher ensemble. C'est pas ça, c'est vraiment un couple à part entière, mais décident d'avoir leur moment à eux. Ils décident d'avoir leur chez-soi parce que des fois, ils ont envie d'être dans leurs affaires. Des fois, ils ont envie de passer une nuit à lire, puis que ça dérange personne. Des fois, il y en a aussi j'entends souvent la phrase ah, moi, ça me tente plus de ramasser quelqu'un. Ça me tente plus de ramasser les bas à quelqu'un. Il y a beaucoup d'avantages quand même. C'est que ces couples-là tendent à durer plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on évite la routine, évidemment, là. Chacun a son indépendance et le temps de qualité est choisi. Parce qu'évidemment, quand on est en couple et on reste ensemble, il y a des fois, tu sais, si on est honnête, il y a des fois qu'on a envie d'être seul, là. On a envie d'être dans notre bulle, là. Mais là, tu peux choisir de le faire. Donc, quand tu choisis d'être avec l'autre, c'est parce que tu as choisi, parce que tu as envie, parce que tu es disposé à le faire. Tandis que dans un couple, on n'est pas toujours au même moment disposé à passer du temps ensemble. C'est de plus en plus populaire chez les gens qui ont déjà eu une vie, qui ont été mariés, qui ont eu des enfants, puis là, ils n'ont plus envie de se rembarquer là-dedans. Et même chez les jeunes. Des jeunes qui disent, moi, OK, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux pas rester avec la personne. Mais je trouve, moi, qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Je trouve drôle qu'on appelle ça célicouples. C'est comme si les gens restaient un peu célibataires, entre guillemets, mais c'est un couple à part entière. Un couple qui est fidèle l'un à l'autre si les gens décident que c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, parce que faut avoir confiance, là, parce que oui. Vu que, admettons, on se dit on va se voir de temps en temps, ben
faut que tu sois sûr que la personne avec qui tu te dis en couple, elle garde ce temps-là juste pour toi et non pendant qu'elle n'est pas avec toi, elle s'en va voir quelqu'un d'autre. Oui, il faut que, c'est sûr que c'est pour ça que on voit des couples plus âgés que jeunes le faire parce que avec la maturité, la confiance, c'est peut-être plus dur quand on est plus jeune, mais c'est pas fait pour tout le monde. Parce que, évidemment, il faut avoir confiance. Puis c'est plus facile si la personne reste vraiment proche, genre la même ville. Tu peux te voir souvent. C'est pas impossible autrement non plus, là. Mais c'est vraiment de plus en plus populaire. J'ai tombé sur un article là-dessus récemment. Puis les gens reviendraient plus en arrière. Après avoir goûté ça, puis il y a aussi le fait que quand tu es célibataire pendant longtemps, tu as ta routine, tu as tes habitudes. Puis changer tout ça pour quelqu'un, c'est pas... Et il y a aussi, il faut le dire, il y a des couples ensemble sous le même toit qui ont un peu un mode de vie comme ça. Chacun peut faire ses affaires. Il y a beaucoup d'indépendance. Je veux dire, il y a plusieurs façons d'être un couple. Mais c'est intéressant que c'est un concept de plus en plus populaire. Ça montre que les gens ont envie de penser un peu à eux, de leurs besoins. C'est pas toujours facile de le faire en couple parce qu'on est toujours pris dans un tourbillon. Donc, ça dépend des goûts. Il y a des gens pour qui, mon Dieu, j'aime autant être tout seul qu'être à marcher de même. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment le monde idéal. Donc, ça dépend. Eh bien, c'est ce qui termine cette émission. Très intéressant. J'espère qu'il y en a qu'on n'a pas découragé avec les raisons de rupture. Oui, non. Mais reste que, voyez-le comme des lumières rouges à éviter, des pièges à ne pas tomber dedans. Et moi, je pars du principe qu'un couple qui s'aime vraiment va surmonter n'importe quoi. Un couple qui veut que ça marche, puis qui s'aime, va surmonter n'importe quelle épreuve. Ça a toujours été ma conviction. Quand on en voit que ça fait 50, 75 ans qu'ils sont ensemble, on peut se dire qu'ils ont vraiment passé à travers n'importe quoi. On a des bons exemples, ça c'est encourageant de se dire, il y en a qui arrivent à le faire. L'amour qui dure une vie, ça existe. Eh bien, merci beaucoup pour cette capsule, puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.